Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Abdel Malik. Je suis artiste et je vais réagir à des archives de l'INA. Bonjour Abdel Malik. Bonjour. Alors on est très content d'être ici à Rochefort avec vous pour le festival Sœurs Jumelles. Vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi dans le quartier du Neuhof. C'est là que tout a commencé. Exactement, à Strasbourg donc. Alors vous le dites, c'est votre amour de la culture qui vous a permis de vous émanciper. On part à la rencontre du jeune rappeur que vous étiez en 1998 et qui avait déjà un regard aiguisé sur la situation des banlieues. Wow. NAP, c'est un groupe d'amis d'enfance qui ont grandi au quartier dans le Neuhof et qui avaient des choses à dire et qui ont décidé de le faire par le biais de la musique et par le biais du rap en particulier. Wow. Moi, c'est Abdel Malik, donc rappeur NAP. Voilà. En fait, j'ai quasiment toujours vécu ici. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'être médecin. Wow. C'est émouvant. D'être biologiste, En fait, nous, on se disait qu'on n'allait pas faire les mêmes erreurs que nos aînés. Le monde adulte dans lequel on est, il est quand même plus dur, plus difficile que l'enfance qu'on a pu avoir. Les mentalités, on a l'impression qu'elles se fascisent, la montée de l'extrême droite. Par exemple, dans notre quartier, on vit au quotidien, on voit les gamins qui rentrent de plus en plus tôt dans la délinquance, toutes ces choses-là, les problèmes des proches à nous qui sont dans la toxicomanie, toutes ces choses-là, comme si les choses, elles sont radicalisées en général. C'est émouvant, c'était difficile parce qu'on était tous... voilà, on était pauvres, mais il y avait quelque chose de fabuleux, c'était presque comme grandir dans un village. Tout le monde connaissait tout le monde et tout le monde prenait soin de tout le monde. Et ça, c'était quelque chose d'assez rare. Et puis, le fait de toute cette diversité, nous, on avait des Français originaires d'Afrique du Nord, des Français et Françaises originaires d'Afrique du Nord, Français et Françaises originaires d'Afrique noire, des Gitans, des Alsaciens, les Vanniers, comme on les appelait, et d'autres. On avait tout le monde était là, toutes les ethnies, et on vivait... on vivait en harmonie. En fait, on ne se posait pas les questions de... Pour nous, on était les gens du Neuhof, quoi. C'était fabuleux. J'ai eu une enfance pauvre, difficile, mais d'une beauté incroyable. Et ça a fait de moi l'homme que je suis. Et regarder ça me remplit d'émotions parce que d'une certaine manière, c'est un monde qui n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire que je suis nostalgique au point de me dire que c'est plus possible que ça advienne. Je me dis juste qu'on a eu la chance de vivre quelque chose de particulier, positivement particulier, et qu'on doit le transmettre. Et que quelque part, ma mission en tant qu'artiste, c'est de transmettre et de toujours rester fidèle à cet endroit et aux gens qui m'ont aimé, qui m'ont vu grandir. Ce qui est incroyable, c'est à quel point le propos que vous tenez à l'époque, il résonne avec aujourd'hui. Si on avait écouté ces jeunes artistes comme j'étais, qui vivent dans l'œil du cyclone d'une certaine manière. Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu prévenir, il y a des choses qu'on aurait pu changer. Et ça me fait dire que quand même on a besoin d'une société avec plus d'écoute. Les mêmes mecs parlent de mêmes trucs fous, de braquage, de vol à l'arrache, de calme de jugement, de mecs en prison. Là, dans l'archive tout à l'heure, j'étais en train de dire la jeunesse se radicalise. Oui, j'ai le sentiment qu'elle se radicalise encore plus. Mais il y a quelque chose où nous, il y avait une sorte d'espoir. Il y avait quand même, aujourd'hui, il y a quand même, on peut lire, on peut voir dans la jeunesse beaucoup de désespoir, ou en tout cas le fait de plus nécessairement se dire que le changement est possible. Alors que profondément, moi, je pense que le changement est possible. On a beaucoup parlé de la police. On l'a accusé de bavure dans la mort de Naël. On va vous faire écouter ce que Mathieu Kassovitz disait sur la police en 1995 lors de la sortie de son film La haine. Les policiers ont des armes, ils n'ont pas la formation nécessaire, ils ne sont pas assez payés, ils travaillent dans des conditions difficiles et malheureusement, ils sont obligés d'obéir à une hiérarchie, à un ordre, et ça tue l'individualité et puis forcément ça amène des bavures. Ouais. Mais vous-même... Donc c'est pas un film contre les flics, parce qu'il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, il y a toutes sortes de gens différents. Donc on peut pas englober les choses. Vous-même, vous n'avez pas la haine des flics. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics, j'ai la haine des mauvais flics, oui. Ouais. L'idée de ce film vous est venue d'ailleurs d'une bavure policière. Il y a eu une série de bavures en 93, il y a Makomé qui s'est fait tirer une balle dans la tête dans un commissariat du 18e, et puis il y a un enchaînement de choses qui fait qu'on peut se poser la question comment aujourd'hui dans ce pays on peut se lever le matin et se prendre une balle dans la tête le soir. C'est vraiment triste ce qu'il dit là, parce que
On est en 95, mais en fait, ça aurait pu être aujourd'hui, en fait. Et on met ça en miroir, évidemment, par rapport à Naël. Ce qui a changé, finalement, entre cette époque et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les portables et on ne pouvait pas filmer. Et aujourd'hui, on filme, en fait. Voilà ce qui a changé. On a affaire à des êtres humains, en fait, de part et d'autre. Et si on parle d'êtres humains, on doit aussi parler de formation. Et les gens qui sont censés nous protéger, eh ben on doit faire en sorte qu'ils soient en capacité de nous protéger réellement et pas devenir ceux-là même qu'ils combattent d'une certaine manière. C'est un sujet complexe et j'ai l'impression depuis toutes ces années, on a été dans le déni et que maintenant, ça nous revient juste de plein fouet au visage. Mais est-ce que vous comprenez la colère de ces jeunes ? Évidemment, je comprends la colère, évidemment. À un moment donné, lorsqu'on on a un certain rapport à la police ou à l'autorité et que finalement, parce qu'on a telle couleur de peau, parce qu'on correspond à tel profil ou parce qu'on vient de tel endroit et on est stigmatisé tout de suite, on est arrêté, tutoyé, etc., etc. Ça pose plein de questions. Donc comment on aide des gens qui font un métier si difficile? Parce que c'est difficile. Ça a toujours été difficile, mais aujourd'hui, plus que jamais, d'être policier. Donc moi, évidemment, je comprends la colère de ces jeunes, mais surtout, il faut qu'on les entende, il faut qu'on les écoute. On aborde maintenant un autre thème qui vous a inspiré et qui est toujours malheureusement régulièrement dans l'actualité. On va écouter un extrait de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain, il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « Je t'aime » à cette vie. Wow. Le jeune noir dont vous parlez dans cette chanson, il va vers le sud. Pourquoi ? Il va vers le sud parce que finalement, il retourne à ses racines. C'est une métaphore. C'est le fait de dire que finalement, nord, sud, est, ouest, c'est l'idée du cheminement intérieur. C'est qu'il y a un voyage, avant même le voyage physique, il y a un voyage intérieur. Et il y a cette idée de la reconquête de son être et comprendre aussi finalement que toutes ces millions d'enfants, de femmes et d'hommes qu'on appelle les migrants, que moi j'appelle les exilés, ce voyage qu'ils font, ils le font tout simplement pour trouver un endroit où ils pourront véritablement s'épanouir en tant qu'être, être heureux comme n'importe quel être humain. Et que c'est ça qu'on doit comprendre. On a l'impression quand on suit l'histoire de suivre les exilés habituels et puis on se rend compte que quelque part, on est tous exilés en fait. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves. Même la mort n'est plus entrave. Nous, on entend parler de ces histoires régulièrement à la radio, à la télévision. Est-ce que vous pensez qu'on est impuissant face à ces situations ? L'idée, c'est de dire, on reconnaît l'humanité de ces gens qui viennent d'endroits difficiles, etc. Et que par empathie, on comprend et on a envie de les aider, etc. Et de mettre ces choses en place. Et que le politique doit comprendre ça, doit comprendre finalement que le destin de ces exilés, en fait, c'est le destin de notre humanité dans son entièreté. Et si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que l'autre, c'est moi aussi, eh ben en fait, on vit dans ce qu'il y a de pire qui est lié à notre monde moderne, c'est-à-dire l'individualisme, c'est-à-dire une forme d'égoïsme profond. On continue sur votre parcours. Vous êtes un amoureux de la culture. Vous avez étudié la philosophie, les lettres classiques. Mais selon Pierre Bourdieu, la culture n'est pas accessible à n'importe qui. Une des fonctions de la culture dans nos sociétés, c'est précisément de faire croire qu'il y a des choses qui ne sont accessibles qu'à certains. Bon, c'est-à-dire elles ne sont pas interdites. Enfin, vous pouvez très bien aller au musée. Enfin, ce n'est pas parce que vous n'avez pas gagné assez, etc. Elles vous sont inaccessibles alors que vous devriez y accéder. Alors ça, je pense que c'est très important pour la perpétuation d'un ordre social, pour la perpétuation de la domination des dominants, si vous voulez, bon, qu'ils soient entendus qu'ils ont le privilège de certaines choses, qu'ils ont le don de certaines choses. Avec le don pour la peinture qui conduit au musée et qui donne enfin, cette autorité sociale, nous sommes ceux pour qui il y a des musées. Alors pour vous aussi, mais vous êtes exclus. Vous êtes exclus par votre faute, vous n'avez pas la grâce. Intéressant.
On est exclu parce qu'on n'a pas la grâce. Moi, je pense autrement. Je pense véritablement d'abord qu'on doit réfléchir à une sorte d'élitisme pour tous. Mais c'est clair, et c'est là où c'est totalement pertinent ce qu'il dit, c'est clair si on vit dans un monde qui n'est basé que sur le rapport de force, celui qui oppresse et celui qui est opprimé, j'ai envie de dire, eh ben ça ne peut que fonctionner comme il est en train de dire. Et l'idée, c'est de sortir de ce paradigme-là. Donc il y a quelque chose qui est double, c'est-à-dire à la fois une idée d'égalité, mais surtout une idée d'équité. Et si on parle d'équité, on parle aussi de justice, parce que équité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, on n'est pas pareil, on est différent. Et vous, c'est votre motivation première quand vous faites une œuvre d'art, une chanson, un film, vous vous dites je vais essayer de toucher le plus grand monde, je vais essayer de changer les mentalités, c'est ça qui vous anime en tant qu'artiste? Non, ce qui m'anime en tant qu'artiste, c'est de créer des connexions avec les autres, de manière générale, de me changer d'une certaine manière en homme-pont. Le fait de dire que ce que vous croyez différent en moi, en fait, vous l'avez aussi. Il est important l'acte de créer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque, dans une société où on nous parle de vivre ensemble. Mais on vit ensemble déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le faire ensemble. Faire ensemble, c'est la capacité de dialoguer avec l'autre différent, de s'enrichir les uns les autres, d'être en connexion avec d'autres métiers, avec d'autres regards sur le monde. Et c'est comme ça qu'on fait peuple. Alors, il y a une forme de culture qui divise un peu, enfin même beaucoup depuis sa création, c'est le rap. Les hommes politiques ont toujours eu la manie de vouloir le censurer. Écoutez. Alors, il y a un titre qui s'appelle Police, dont on va entendre un extrait tout à l'heure, et vous avez des petits soucis avec le ministre de l'Intérieur. Je n'accepterai pas qu'on porte atteinte au respect et à l'honneur de la police nationale, parce que la police nationale, c'est la République. Le concert de Sniper, programmé demain soir dans une boîte de nuit d'Écrouves, près de Toul, a été annulé. Monsieur le ministre, vous comprendrez l'émoi, les pétitions, la crainte des habitants que ce concert engendre des troubles importants à l'ordre public. La démocratie doit protéger ceux qui sont injuriés. Je déposerai donc plainte contre des textes qui sont racistes et antisémites. Le directeur de la Maison Folie d'Oisem se trouve bien embarrassé par la polémique qui a surgi autour du rappeur Orelsan, dont un concert est prévu dans sa salle le 24 avril prochain. La liberté de création n'empêche pas de respecter la loi et de ne pas pousser à la haine, inciter au crime, à la violence envers les femmes, puisque là, cette chanson va jusqu'à pousser au meurtre. La chanson, elle n'est pas violente à l'encontre des femmes, jamais. La chanson, c'est une fiction qui se place dans un contexte particulier qui n'est pas réel. Une bonne fois pour toutes, il faut qu'on comprenne que le rap, c'est de la poésie. Et à partir du moment où on parle de poésie, on parle de monde intérieur de chacun. Et chacun a le droit d'exprimer son monde intérieur tel qu'il l'entend. Le problème du rap, c'est qu'il est connecté à quelque chose qui a un caractère social. Le rap est connecté à des gens en particulier, notamment des gens qui viennent des quartiers populaires. Et eux sont déjà stigmatisés. Donc d'une certaine manière, on stigmatise la bande-son de ces gens-là. Donc ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on entend. En réalité, c'est ce que disait Bourdieu tout à l'heure, c'est un rapport de force en fait. Tout d'un coup, il y a des gens qui ne sont censés rien dire, qui ne sont censés qu'obéir, et ben ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est ça la violence, c'est ça qui est perçu comme violence. Après, ça fait aussi partie de la tradition, j'ai envie de dire, de la poésie. On a eu des textes de Paul Éluard, de Boris Vian et d'autres, qui étaient des textes considérés comme des textes polémiques. On peut en parler, on peut en dialoguer. Mais la liberté d'expression, ça veut vraiment dire quelque chose. On ne peut pas se vanter matin, midi et soir de vivre en démocratie et que tout d'un coup, quand il y a des femmes et des hommes qui appliquent cette liberté-là, et tout d'un coup, on s'en offusque. Donc à un moment donné, ça fait aussi partie des règles du jeu. Et il faut accepter les règles du jeu. Alors vous, ça vous est jamais arrivé d'être censuré? Il y a même certains rappeurs qui ont pu dire que vous étiez un peu lisse, presque naïf. Qu'est-ce que ça vous évoque? Si je suis lisse, si je suis doux, si je suis... Mais c'est parce que je le suis réellement. Pour moi, la subversion, c'est précisément être capable de dire « je t'aime ». Et puis, d'une certaine manière aussi, travailler le beau dans son côté lumineux. Il y en a d'autres qui travaillent le beau dans son côté obscur. C'est un choix. Quand je pense à tout ça, monsieur, je pleure. Je pleure, mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. On s'intéresse maintenant à un prophète de la chanson française. Vous avez repris ses chansons et surtout sa gestuelle. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. Le grand Jacques. Le meilleur. On compte. Ça, c'est le plus grand rappeur, ça. C'est le plus grand rappeur français de tous les temps. Et puis,
Il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Le plus grand rappeur français est belge. C'est fabuleux ça. Souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou alors j'ai oublié. Oui, sentez pas. Jacques Brel. Non, ça, ils veulent pas. Ça, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'être artiste? Eh ben, pour moi, être artiste, c'est être Jacques Brel. Il y en a quelques-uns, comme ça, quelques-unes. Et moi, j'ai eu la chance de travailler longtemps avec son co-compositeur et pianiste, Gérard Joannest. Et pareil, d'être ami avec l'épouse de Gérard Joannest et l'amie de Brel, qui était la grande Juliette Gréco. Tous ces gens-là, c'est une famille artistique, c'est un rapport à l'art. Qu'est-ce qu'être artiste? Qu'est-ce que ça implique? Ouais, c'est vraiment des références pour moi, des modèles. Il faut que je rentre. Chez moi. Jusque dans la gestuelle aussi. À force de fréquenter des gens, on parle comme eux, on bouge comme eux. Donc, ouais. Donc, il y a cette idée, c'est presque quelque chose qui s'est fait comme une forme d'automatisme. J'ai pas fait exprès. Vous êtes né Régis Fayette Mikano et vous êtes devenu Abdal Malik, votre nom de scène et de vie désormais. Vous avez été élevé dans la religion catholique, vous avez même été enfant de chœur, vous allez choisir l'islam. C'est une histoire que vous avez racontée dans le film Qu'Allah bénisse la France. On va vous faire écouter une personnalité qui a fait le même choix que vous, c'était en 1975. Je crois que toutes les religions se valent. Alors pourquoi avoir choisi l'islam? Parce que d'abord, il faut en choisir une. Je crois qu'il ne faut pas rester dilettante, vous savez, en butinant l'une et l'autre. Parce que je crois que nous avons besoin d'une espèce de discipline. Voyez. Je crois que l'homme s'égare souvent dans des profondeurs métaphysiques. De même que je pense qu'on doit faire une danse de plus en plus libérée, mais mes danseurs font chaque matin la barre. Parce que je crois que sinon, ils seraient libérés de rien, ils seraient chaotiques. Voyez. Donc de même que je crois qu'on peut être tolérant, avoir une vue très large du problème métaphysique, mais en même temps, il faut pratiquer d'une façon positive, précise. Voyez. Parce que je crois à la technique. Et si vous voulez, la prière, c'est pas une divagation, c'est une technique. Je trouve que c'est assez juste ce qui est dit là. Je pense que la religion et la spiritualité, ce qu'il appelle la métaphysique, c'est consubstantiel en fait. Si on sépare les deux, la religion, ça nous donne ce qu'on peut... Seul, on voit les aberrations, on les connaît. Et la spiritualité seule ou la métaphysique seule, pour moi, c'est aussi, ça devient des sortes d'élucubrations, des choses, une espèce de réflexion qui tournerait à vide, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Maurice Béjart, il a un parcours qui est un peu similaire, enfin un parcours spirituel qui est un peu similaire au vôtre. Et lui, il préfère parler de cheminement plutôt que de conversion. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un cheminement spirituel, ouais, complètement. Alors, après les attentats de 2015, sont apparues certaines fractures dans la société française. Et il y a une partie de la société qui a fait corps, bien sûr, mais il y a eu certaines réactions en banlieue aussi qui ont pu choquer. On va regarder un reportage tourné dans un collège quelques jours après les attentats. Ici, ils ne sont pas tous Charlie. Devant ce lycée de Drancy, en banlieue parisienne, les attentats, les caricatures de Mahomet sont au cœur des discussions. Et le débat est agité. Pour cet élève de terminale, par exemple, les dessinateurs de Charlie Hebdo sont allés trop loin. Et ces mots sont très durs. Je suis pas Charlie, moi je vais dire pourquoi. Ok, il fait les caricatures sur les présidents et tout, ça on s'en fout. Mais la religion c'est pas pareil, je suis désolée, franchement ils ont abusé. Et à la fin ils s'étonnent qu'ils se fassent tuer. C'est normal. Enfin c'est pas normal, je suis pas d'accord avec les terroristes, mais moi aussi, voilà quoi. D'autres sont plus nuancés. Moi je me sens pas Charlie parce que je cautionne pas leurs caricatures. Je suis pas Charlie, mais je soutiens les familles parce que ça me fait de la peine de voir des gens qui sont morts pour des dessins en fait. Ouais, cette espèce de fracture, en fait, c'est pas tant une fracture neuve, c'est quelque chose qui existe. C'est juste que les attentats, ça a révélé, ça a montré, c'est comme un voile levé. Comment expliquer que la République et le concept même de laïcité, c'est fait pour nous protéger, nous unir
Et c'est fait précisément pour que chacun puisse croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, faire des caricatures, enfin, être juif, musulman. C'est précisément pour ça. C'est fait en sorte qu'on puisse vivre en harmonie ensemble. Pas juste vivre ensemble, mais en harmonie et en paix. Et qu'il y ait des zones, des endroits, précisément, qui jouent le rôle du sacré. C'est-à-dire des endroits où nos croyances personnelles, intimes, ne priment pas. De mon point de vue, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la pédagogie qui manque. Il y a quelque chose du fait, une certaine partie de la communauté nationale qui a un sentiment de non-appartenance. Comment on fait pour que tous ces gens-là considèrent qu'ils font partie d'un même peuple? Être français ou être européen, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est pas une religion. C'est le fait d'avoir des valeurs communes, d'avoir une philosophie commune qui nous porte. Et est-ce qu'on a le droit de se moquer de Dieu? J'ai envie de dire, on a tous les droits. On doit être capable d'entendre l'autre, même si on n'est absolument pas d'accord avec lui. Et l'autre, il a le droit d'aller aussi loin que la justice le permet, j'ai envie de dire. Dans votre histoire, il y a aussi celle de la France des colonies. Votre grand-père, Valentin, a combattu pour le drapeau français. On va regarder les actualités françaises, une archive qui date de 1945. Le général Leclerc arrivait à Douala, et alors sur toute la France africaine se levait l'armée qui deviendrait l'armée du Gabon, celle de la Syrie, des Somalies, du Tchad, du Fezzan, celle de Birakem, d'Italie, l'armée enfin de la libération. Dans le combat et dans l'espérance, l'Empire était devenu autre chose, et plus qu'un empire, la communauté française était née. Le discours est beau. La manière dont ça s'est manifesté dans le réel, c'est plus tragique. Justement, mon grand-père, qui a fait à la fois 39-45 et l'Indochine, c'est des gens finalement qui croyaient en un idéal, mais c'est aussi des gens qui ont été exploités. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de France, ça fait partie de notre histoire. On peut avoir des mémoires différentes, mais l'histoire est la même, en fait. Et est-ce qu'en tant que Français, il faut avoir honte de cette histoire ? Mais ce n'est pas une question d'avoir honte ou pas honte. Il faut juste être capable de regarder cette histoire droit dans les yeux et assumer les conséquences. Là, je parle par exemple du cas des tirailleurs sénégalais, enfin des tirailleurs en général et tout ça. Et puis, comment aussi on va raconter les histoires? Comment dire... parce que des fois, on peut entendre des choses aberrantes comme si on ne faisait pas partie de l'histoire de France. Alors que non seulement on fait partie de l'histoire de France, mais nos ancêtres, mes ancêtres ont fait en sorte que la France devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est important aussi l'idée de reconnaissance. L'histoire est la même et on est tous des Françaises et des Français. Une dernière archive maintenant, celle de votre maître à penser, celui qui vous guide, qui vous inspire au point que vous lui avez consacré un livre. Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement, est jugé dans la solitude, surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements d'écrivains. Le mariage, l'académie, la politique. Ces arrangements d'ailleurs n'arrangent rien. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter. On voudrait avoir en même temps les pantoufles et le grand amour. Les académiciens tiennent absolument à être non-conformistes. Et les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout. C'était fabuleux, cet homme. Non, vraiment, Camus, c'est une figure très, très importante pour moi. Et c'est vraiment un frère. C'est vraiment un grand frère. C'est vraiment quelqu'un, d'une certaine manière, qui a structuré mon rapport à la chose rationnelle, mon rapport à la réflexion, mon rapport à l'esprit critique. Et lorsque Camus parle du constat de l'absurde et qu'on se révolte face à l'absurde, il termine ce cheminement par le fait de résoudre d'une certaine manière cette équation par l'amour, avec un grand A, ce dont on parlait tout à l'heure. Et il y a quelque chose comme ça d'intransigeant dans le fait de ne jamais dévier de cette idée de l'amour des autres et de rester fidèle à ses origines sociales, etc. Il y a quelque chose de très puissant. Et Camus, c'est vraiment, pour moi, une figure intellectuelle fondamentale. On passe maintenant à la dernière séquence. Vous allez avoir la chance de choisir la personne qui va vous poser la prochaine question. On vous laisse choisir entre Philippe Lefay, Denise Glaser, Thierry Ardisson et Catherine Sellac. Ah non, Denise Glaser, là je suis obligé.
Denise Glaser, c'est Denise Glaser, allez. Vous êtes classé dans les grands, et puis vous n'êtes pas là, et puis vous êtes ailleurs, et puis qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui chemine, et je suis quelqu'un qui pense que la vie vaut d'être vécue, et que le début, le milieu et la fin, c'est l'amour. Voilà qui je suis. Merci beaucoup, Abd Al Malik. Merci à vous.